Bienvenue. Bienvenue. Donc c'est Madame Meyer. Il y a quelques années, on a commencé à s'intéresser à ce que, notamment à Feuerstein, on a envoyé des patients là-bas parce qu'on n'arrivait plus à progresser sur le plan moteur et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument, chose qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, travailler sur les deux versants, le côté cognitif pour améliorer le physique. Et c'est comme ça que j'ai fait aussi la rencontre de Madame Mayer qui travaille en France, qui est intéressant pour vous, et qui va développer pendant 7 heures un sujet avec lequel elle travaille en fait tous les jours. Et ensuite, on passera aux questions. Ça marche? Donc, ce qu'on fera, c'est qu'au changement d'heure, ceux qui sont venus tout seuls, faites les changements. Vous en faites pas, c'est enregistré. Et vous venez après. OK? Voilà, ils sont tout à vous. Très bien. Ok, je vais d'abord vous dire bonjour et je suis contente de pouvoir parler avec vous et puis vous échanger un petit peu sur notre travail. Je vais vous montrer un petit peu d'où peuvent venir des difficultés d'apprentissage. Donc, apprentissage de toutes sortes, hein. Donc, je partage mon écran. Voilà, tout le monde voit bien. Je vais me mettre en vedette. Voilà. C'est bon, si jamais il y a un souci de connexion ou de visibilité, il suffit de me le dire. Donc, on va voir un petit peu d'où peuvent venir des difficultés d'apprentissage pour mieux les comprendre et mieux les traiter. D'abord, un peu pour me présenter, donc j'ai créé l'Institut Upbraining, Up qui vient de s'élever en anglais, Brain le cerveau et In qui indique une action. Donc, je travaille depuis maintenant 28 ans, donc avec des enfants en difficulté, à commencer par mon propre enfant. Il y avait des difficultés motrices, d'apprentissage, des difficultés de toutes sortes, et qui a bien progressé. Et je suis enseignante de métier aussi depuis, j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Voilà, ça c'était pour me présenter rapidement. Donc, pourquoi des personnes ont des difficultés d'apprentissage? D'abord, je mettrai en cause les personnes qui les enseignent. Parce que certaines personnes ne savent pas que si l'enfant ou l'adulte ou l'adolescent n'arrive pas à apprendre, il s'agit de se remettre en cause soi-même. Donc ça, c'est la première chose qu'il s'agit de voir. Est-ce qu'on se sent responsable de l'apprentissage de l'enfant? Ça, c'est une première chose. Et beaucoup, j'ai déjà entendu des personnes qui disent l'enfant n'est pas dans les apprentissages. Voilà. Et donc, du coup, ils ne font pas les efforts pour pouvoir trouver des solutions pour l'enseigner. D'autres personnes croient que l'enfant ne peut pas y arriver. Donc, si je crois que l'enfant ne peut pas y arriver, il va ressentir les choses. Là, vous êtes des parents qui m'écoutez, vous savez que vos enfants sont des enfants très spéciaux et qu'ils ressentent tout ce qu'on peut ressentir. Et donc, si la personne en face d'eux est sûre qu'ils ne vont pas y arriver, ben, l'enfant ne va pas trouver les moyens en lui pour y arriver. Donc ça, c'est encore une difficulté qu'il y a. En fait, nous, on considère que nous sommes responsables d'apprentissage. Oui, vous m'entendez? Et qu'il n'y a pas de barrière. Quel que soit l'âge, le diagnostic ou même la sévérité d'un handicap, tout le monde peut progresser parce qu'on croit que tout le monde est modifiable. Je pense que vous connaissez peut-être l'effet Pygmalion, hein, l'effet Pygmalion qui est une expérience qui a été menée et qui prouve qu'en fait, la pensée ou la croyance qu'on a vis-à-vis de l'apprenant va influer sur le résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous croyons que les personnes qu'on a avec nous peuvent réussir, peuvent y arriver, et donc on va mettre tout en œuvre pour cela. Donc, on a vu donc ce problème de responsabilité, ce problème de non-croyance et aussi le matériel des fois qui n'est pas adapté. J'ai travaillé avec des enfants IMC, qui étaient dans un institut et l'institut disait on peut rien faire avec eux parce qu'ils ne savent pas manipuler.
Évidemment, il ne pouvait pas toucher avec les mains, mais il ne s'était pas rendu compte qu'en fait, on pouvait utiliser le regard de l'enfant. Des enfants qui ne pouvaient même pas bouger la tête pour dire oui et non, qui ne pouvaient pas parler, on ne leur donnait pas du matériel adapté et de pouvoir, par exemple, utiliser le regard pour pouvoir travailler avec ces enfants. Donc, matériel non adapté. La pédagogie qui n'est pas opérationnelle aussi. Donc, nous avons une pédagogie spécifique. Attendez une seconde, parce qu'on a perdu l'écran. Une seconde. Il suffit Voilà, peut-être. c'est bon. Voilà, la pédagogie spécifique, qu'est-ce que c'est? En fait, on va travailler de différentes manières, mais on va surtout travailler, nous, par processus. Donc, on va l'expliquer un petit peu après. Et on va cibler un processus. On va cibler un processus qu'on appelle l'intentionnalité. Et on va motiver l'enfant en donnant du sens. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en fait, on va associer le côté émotionnel au côté intellectuel. Vous savez bien que vous retenez davantage quand vous avez eu beaucoup de joie pour quelque chose ou quand il y a eu quelque chose d'extrêmement important. Vous vous souvenez sûrement pas de ce qui s'est passé il y a un an jour pour jour. Par contre, si je vous demande un événement très spécifique ou associé à une émotion, vous pourrez vous souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, on va associer l'émotion à l'apprentissage pour que la personne puisse faire partie prenante de l'apprentissage. D'autant plus que le siège de la mémoire est vraiment lié il est juste à côté du siège des émotions. Donc neurologiquement, ça s'explique vraiment très bien. Et on va travailler aussi avec ce qu'on appelle, nous, la transcendance, c'est-à-dire qu'on va, dès que l'enfant a acquis quelque chose dans l'expérience qu'on a eue avec lui, on va faire des ponts dans d'autres matières. Et on va pour cela travailler dans toutes les intelligences. Par exemple, un enfant qui a une intelligence visuelle, spatiale qui fonctionne bien, on va commencer par utiliser cette intelligence-là pour travailler avec lui. On va lui apprendre des choses avec et ensuite on va faire des ponts dans toutes les autres intelligences. L'intelligence kinesthésique, l'intelligence verbale linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence naturaliste, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Et en fait, toutes ces intelligences, l'intelligence musicale rythmique aussi. Donc, on utilise une intelligence pour augmenter les autres intelligences. Si par exemple, on veut travailler la planification et l'enfant est très à l'aise avec les images, on va lui apprendre à planifier donc des images et après, on va lui apprendre à utiliser la planification même pour décomposer un mouvement si on a des kinés qui travaillent avec nous. Et donc, du coup, on va pouvoir faire la coordination donc, entre toutes les intelligences. Et cela va faire un tout cohérent. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique et qui fonctionne vraiment très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la métapédagogie. Donc, d'utiliser certains critères de médiation. En fait, il y en a 12. Et aussi, de pouvoir aussi faire prendre conscience à l'enfant ou à l'adolescent ou à l'adulte de ce qu'il utilise. C'est ce qu'on appelle donc les fonctions cognitives. Je vais y venir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Donc, on va travailler sur les processus et pas sur le résultat. Si vous apprenez par exemple les tables de multiplication, vous avez peut-être pu les apprendre par cœur, mais si vous ne les utilisez pas, vous ne vous en souvenez plus. Tandis que nous, on va apprendre le processus, on va apprendre la décomposition du nombre, on va apprendre à comprendre le nombre, on va apprendre à comprendre ce que c'est qu'une multiplication, vraiment en profondeur, et à la comprendre dans toutes les intelligences. Et du coup, on a des résultats qui durent. Vous avez appris un jour à faire du vélo, si même pendant 10 ans, vous n'en faites plus, au bout de 10 ans, vous vous en souvenez encore. Par contre, si vous avez appris quelque chose, une poésie il y a 10 ans, si vous n'avez pas réactivé au niveau de la mémoire, 10 ans après, vous ne vous en souvenez plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, ce travail sur les processus. Parce que c'est là qu'on va faire un travail en profondeur et qui va durer.
Donc, on a vu la pédagogie. Il s'agit de s'adapter aussi à la personne. Chaque personne a des intelligences particulières qui lui conviennent mieux que d'autres. Il s'agit de s'adapter à la personne, à ses difficultés, et on va prendre la personne pas seulement là où elle est, mais à un niveau juste un petit peu au-dessus. Donc, c'est la zone proximale de développement, hein, la zone, et cette ZPD de Vygotsky, on va l'utiliser, mais à un niveau juste un petit peu au-dessus, pour pouvoir à chaque fois permettre à l'apprenant de monter vers le haut. Donc, il s'agit, nous, on s'adapte donc aux différentes personnes. C'est pour cela qu'on demande des questionnaires les plus détaillés possibles aux parents. Et ensuite, en observant l'enfant, en travaillant avec, on s'adapte au fur et à mesure. Et on arrive aux fonctions cognitives dont on a parlé. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions cognitives? On va voir une petite vidéo. Certains enfants sont en souffrance. Ils ne comprennent pas le nombre et les opérations. Ils n'acceptent pas la lecture. Ils ont des compréhensions, d'apprentissage. Remettez-la au début si ça ne vous dérange pas, la vidéo. Comment se construire un apprentissage? Ouais, remettez-la au début si ça ne vous dérange pas. On a perdu. Certains enfants sont en souffrance. Ils ne comprennent pas le nombre et les opérations. Ils n'acceptent pas la lecture. Ils ont des difficultés de compréhension, d'apprentissage. Pourquoi? Au fait, comment se construit un apprentissage? Nous avons d'abord besoin de base, les fonctions cognitives. Il y en a 29. Ce sont les processus qui permettent de bien réfléchir. Si les fonctions cognitives sont bien installées, alors nous pouvons construire des apprentissages. Le calcul, la lecture, la socialisation et tout ce qui utilise un raisonnement. L'apprentissage est alors durable parce que les processus ne s'oublient pas. Si les fonctions cognitives sont bien en place, l'enfant peut apprendre à apprendre. Mais que se passe-t-il si certaines fonctions cognitives sont déficientes? Si elles ne sont pas bien installées ou manquantes? L'apprentissage ne tient pas. Il s'écroule. La bonne nouvelle est qu'il est possible de mettre en place ces fonctions cognitives. Chaque enfant a droit à cette aide efficace et durable. Pour avoir un conseil gratuit. Alors, justement, donc ces fonctions cognitives, donc, il y en a 29. Il y en a 29 et on va travailler les fonctions cognitives avec cet enfant. Donc, ces fonctions cognitives sont inspirées de Feuerstein, mais bon, on a fait quelques petits changements. Et notamment, on les a présentées de différentes manières. Je vais arrêter le partage. Voilà, on les a présentées avec des tableaux, avec des images. Voilà, donc ceci, elles sont partagées donc un petit peu comme ceci. On a même fait des images en grand, voilà, lorsqu'on travaille avec des enfants pour leur montrer donc les fonctions cognitives. Et aussi avec des petites gommettes aussi, lorsqu'on travaille. On a fait aussi des chansons, on a fait des gestes aussi, voilà, pour travailler, donc pour qu'il y ait toutes les manières d'appréhender ces fonctions cognitives. Donc, j'ai parlé de métacognition. On fait prendre conscience, donc ça, c'est la manière de faire avec les personnes avec qui on travaille. On fait prendre conscience donc aux apprenants des fonctions, les fonctions cognitives qu'ils utilisent. Soit qu'ils utilisent, soit qu'ils n'ont pas utilisées. Parce que pour nous, l'erreur est source d'apprentissage. On va dire chouette, une erreur. Et quand on a une erreur, on va trouver les fonctions cognitives que l'enfant n'a pas utilisées, on va lui montrer, on va lui dire, voilà, maintenant, grâce à cela, tu as appris quelque chose, tu as appris cette fonction cognitive, on va lui expliquer comment utiliser cette fonction cognitive, et du coup, l'enfant, il va pouvoir vérifier par lui-même et recommencer. Une autre chose aussi qui est importante dans la métacognition, c'est qu'en fait, on ne va pas dire à l'enfant c'est correct ou c'est pas correct. Vu qu'on travaille sur les processus, tout est source d'apprentissage. Donc, il y a une fonction cognitive qui permet d'apprendre à vérifier. Et si l'enfant n'a pas vérifié par lui-même, on va lui demander de vérifier par lui-même. On va lui donner des stratégies pour vérifier par lui-même. Et à ce moment-là, comme il va vérifier par lui-même, il va se rendre compte lui-même donc des erreurs.
Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que nous, notre but, c'est que les enfants apprennent à devenir autonomes, mais autonomes aussi dans leur apprentissage. Et l'autonomie passe aussi par le fait qu'il n'ait plus besoin de nous. Au début, on va être très proche, mais on va peu à peu faire en sorte que l'enfant va s'autonomiser donc dans l'apprentissage, donc avec ses fonctions cognitives. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais peu à peu, on arrive à le faire et on a des résultats fantastiques. Donc, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Je vais encore vous partager quelque chose. Voilà. Donc, on va nous se passer entre l'apprenant et l'activité. Donc, c'est ce qu'on appelle la médiation. On va travailler avec les processus. On va faire prendre conscience des processus. On va les analyser. On va les faire réfléchir sur la manière de réfléchir. On va anticiper aussi les difficultés. Et en fait, on va appliquer tous les principes ailleurs. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Et on travaille donc avec ces fonctions cognitives. On va les évaluer et puis on va les développer. Et quand l'enfant ne réussit pas, c'est nous qui sommes en cause. On cherche qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour pouvoir mieux l'enseigner, pour qu'il puisse arriver à comprendre. On travaille aussi pas seulement sur l'apprentissage, mais tous les déterminants qu'on appelle non intellectifs, c'est-à-dire le fait de se rendre actif dans l'apprentissage, la confiance en soi, la motivation. On a eu des cas de personnes qui manquaient simplement de confiance en eux. Donc, on travaille là-dessus. On travaille sur la motivation, on travaille aussi sur la frustration à l'échec, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire les choses et qui se sentent bloquées parce qu'ils ont peur de ne pas réussir. On a aussi des outils spécifiques pour des enfants qui peuvent les utiliser. Mais quand on apprend à utiliser ces outils spécifiques, on sait aussi les utiliser dans la vie de tous les jours. On sait travailler donc en utilisant la vie de tous les jours, le repas, l'habillement, la marche, la promenade, des activités, des jeux. On va utiliser tous ces outils-là qui sont aussi des outils de remédiation. Il n'y a pas seulement les outils spécifiques brain. Et donc, on va travailler aussi sur le côté émotionnel, sur la meilleure communication, sur la gestion des conflits, sur l'empathie, la gestion des émotions. Parce que pour nous, la personne est indivisible. Un indivisible. Et quand la personne, c'est pour cela que je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec Frédéric Guès, parce que ce qui nous manquait, c'était que les enfants puissent avoir un travail vraiment concentré au niveau du corps. On avait déjà mis en place un travail au niveau du corps avec la méthode Feldenkrais, mais c'est pas suffisant. Donc, lorsqu'on fait des semaines intensives, c'est pas suffisant et on sent que les enfants ont vraiment besoin d'un travail approfondi pour pouvoir travailler donc en synergie. Attendez une seconde, on vous a perdu. Excusez-moi, que j'ai un problème de connexion, je ne sais pas pourquoi, avec le HDMI, avec le Mac. Moi, je vous vois toujours. Ouais, c'est bon. Non, c'est par rapport au rétro. C'est bon. Ça s'en va de temps en temps, mais c'est bon. Parfait. Voilà, donc je disais qu'en fait, le corps et la cognition sont étroitement liés. On sait que, enfin, certaines personnes croient que quand une personne est en fauteuil, elle ne peut pas avoir d'orientation spatiale. C'est vrai que toute seule, il est difficile d'avoir une bonne orientation spatiale en fauteuil, mais on peut lui enseigner l'orientation spatiale tout à fait en faisant avec certaines techniques. Donc nous, on a travaillé avec des enfants en fauteuil, on a travaillé l'orientation spatiale et ça a été fantastique. Entre avant et après, il y a eu d'énormes progrès. Donc, maintenant, je vais passer aux questions. D'abord, peut-être, comme vous êtes là, s'il y a des questions dans la salle, sinon je vais répondre aux questions. Je pense vous pouvez déjà commencer à répondre aux questions qu'on vous a envoyées. D'accord, très bien. C'est des questions qu'eux-mêmes se posent et si les questions auxquelles vous répondez, ils en ont d'autres, après ils peuvent les rajouter.
Ok, donc là, il y a une question d'une personne et ça a été déjà demandé. Donc, à qui s'adresse la méthode? À qui s'adresse la méthode? Elle s'adresse à tous les enfants, les adolescents et les adultes, donc il n'y a pas d'âge. On travaille aussi bien avec des enfants qui sont IMC, qui ont de l'autisme, qui ont des problèmes génétiques, même des enfants précoces. Voilà, même des enfants qui a priori n'ont pas de difficultés, la méthode peut les aider à se développer encore plus. Donc, tout type de handicap sont concernés donc, par cette manière de faire. Maintenant, pour des enfants lourdement handicapés, euh, nous, on travaille avec des personnes lourdement polyhandicapées aussi, mais il s'agit vraiment de ne pas s'adresser à n'importe qui. Quand on fait des semaines intensives, les personnes qui travaillent avec moi sont bien formées pour travailler avec elles, mais tous nos stagiaires n'ont pas appris à s'occuper d'enfants qui sont lourdement polyhandicapés s'ils n'ont pas fait des stages avec nous en semaine intensive ici à Belfort ou à Paris ou ailleurs, là où on peut en organiser. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On m'a demandé aussi les prérequis pour les enfants. Nous avons une formation en ligne qui s'adresse aux parents. Donc, cette formation, il n'y a pas de prérequis pour les enfants, puisqu'en fait, les parents peuvent utiliser les choses qu'ils font dans la vie de tous les jours pour développer les capacités des enfants, et ils vont leur donner des prérequis. Par contre, pour faire des formations où on va utiliser des outils Braining, là, il y a besoin de certains prérequis suivant les formations qu'il y a. Mais pour la formation en ligne, il n'y a pas de prérequis à avoir. On m'a demandé aussi la différence entre Braining et Feuerstein. Donc, je suis formatrice Feuerstein. Et en commençant à travailler avec des enfants, j'avais remarqué qu'en fait, les outils n'étaient pas adaptés à des enfants qui avaient des grosses difficultés. Donc voilà, j'ai créé d'autres outils. Les fonctions cognitives étaient listées pour Feuerstein de manière négative, donc sous forme de déficience. Et je les ai listées donc avec des personnes de mon équipe de manière positive et avec un seul nom. Donc, c'est beaucoup plus compréhensible de donner un seul nom, de donner aussi un symbole, de donner aussi un signe, que d'avoir des expressions comme toute une phrase qui ne sont pas compréhensibles. Voilà, ça c'est une différence essentielle. Une autre différence essentielle est l'expérience que j'ai, puisque j'ai eu beaucoup d'expérience avec mon fils qui est né avec un très lourd handicap. Et donc, j'utilise beaucoup mon expérience personnelle aussi dans les formations, notamment au niveau du nombre. Euh, Beaucoup de difficultés au niveau du nombre sont dues au fait que les parents ou les enseignants enseignent le nombre avec la comptine numérique, d'accord, 1, 2, 3, 4, mais en pointant du doigt, ce qui donne des catastrophes au niveau de la compréhension du nombre. Et donc Feuerstein fait comme ceci aussi. Et donc moi je fais tout à fait d'une autre méthode en considérant le nombre en tant que groupe. Et donc du coup l'enfant comprend ce que c'est que le nombre et toutes les opérations deviennent naturelles. Donc ça c'est une chose. Euh, on travaille beaucoup avec le plaisir aussi, parce que pour nous on ne conçoit pas que l'enfant puisse être forcé à apprendre, il doit apprendre dans le plaisir. Une autre différence, c'est qu'on va utiliser donc les intelligences donc au sens de Gardner, donc surtout les 8 premières intelligences qu'il a listées, parce que l'enfant est un tout et on a besoin de travailler avec ses intelligences préférentielles et lui ouvrir les autres intelligences. Parce que si on se restreint qu'à certaines intelligences, ou on va rater le début, parce qu'en fait, si on commence avec l'intelligence logico-mathématique et qu'en fait elle est déficitaire, il peut se bloquer. Donc on va commencer par une intelligence avec laquelle il est à l'aise. Et à ce moment-là, on va pouvoir lui ouvrir peu à peu les autres intelligences. Et on a des enfants qui souffrent donc à toutes les intelligences, qui découvrent par exemple l'intelligence musicale rythmique alors qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas du tout capables. Voilà, ça c'est donc une différence. Donc ça c'est les différences essentielles. Hein.
Maintenant, une autre différence, on m'a demandé entre Browning et la méthode PTE. Donc, les conduites cognitives. En fait, nous, on travaille essentiellement au niveau de l'intellect. Donc, on va utiliser le cerveau. Personnellement, même si on nous demande aux parents de faire du quatre pattes ou des choses, de ramper, du quatre pattes, etc. Et même si je l'ai pratiqué, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne suis pas ostéopathe, par exemple. Je sais aussi qu'il y a des méthodes aussi sur les, on appelle ça, ouais, il y a de l'ostéopathie, il y a différentes méthodes que Frédéric Guest pourra vous expliquer mieux que moi. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas formée, donc je ne veux pas faire du toucher à tout. Je préfère utiliser des personnes qui savent bien. Donc, on travaille, pour nous, comme le corps est lié à l'intellect, on va travailler à l'intellect et l'émotionnel. On va travailler aussi avec des personnes donc, qui s'y connaissent bien. On va utiliser aussi une chose importante. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Des fois aussi, de donner des conseils sur l'alimentation aussi aux parents. Ça me paraît aussi essentiel parce que l'alimentation, c'est ce qui rentre dans le corps et il est absolument essentiel que les enfants utilisent de bonnes choses pour eux pour pouvoir avoir un meilleur corps possible. Si le corps n'est pas en état, le cerveau ne peut pas bien travailler non plus. Alors, ensuite, une autre question qu'on vient de me poser, comment se passent les intensifs? Alors, en semaine intensive, nous sommes à plusieurs à travailler. Nous travaillons en individuel. La méthode peut s'appliquer en groupe, bien sûr. On peut travailler avec des classes. Moi, j'ai utilisé des classes, j'ai travaillé en classe. Mais là, en intensif, on travaille en individuel. Donc, on est à plusieurs et on travaille par séance où les apprenants viennent d'un métapédagogue à un autre. Et on va travailler, certains sont plus spécialistes que d'autres. Moi, je suis plus spécialiste dans le calcul, d'autres qui sont plus spécialistes dans la lecture, d'autres qui sont plus spécialistes pour intégrer, pour enseigner les fonctions cognitives d'une manière globale, d'autres qui sont plus spécialistes pour travailler avec des jeux. Voilà, donc l'enfant va passer donc d'une salle à l'autre en travaillant avec différentes personnes, donc ça évite la monotonie. Et en même temps, nous travaillons en équipe, c'est-à-dire que quand on prépare les séances, on sait ce que chacun va faire. Donc la veille, chacun sait ce que l'autre va faire, donc on travaille en unité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, que l'enfant ressente une unité. Parce que par exemple, on peut avoir une seule intentionnalité et donc on va travailler sur un processus mais avec plein de manières différentes. Donc du coup, ça va se cristalliser beaucoup mieux. Donc, on m'a demandé aussi les horaires. Donc, on s'adapte aux différents enfants qui viennent. Donc, on ne prend pas plus que 5 enfants à chaque fois. On donne aussi un bilan personnalisé après pour continuer à la maison à travailler. On a demandé les horaires. Les horaires, c'est de 9h à 17h, voilà, avec une pause à midi et des petites pauses entre chaque séance. Qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi? Si les parents, on veut que les parents assistent à nos séances parce que pour nous, on ne peut pas travailler sans les parents. Les parents, c'est eux qui connaissent aussi bien l'enfant. Donc, on veut que les parents puissent assister. Alors, des fois, il y a certains enfants ou certains adolescents qui refusent que les parents assistent. À ce moment-là, on a des caméras dans les salles et les parents peuvent voir la séance donc via caméra interposée. Mais c'est absolument essentiel que les parents voient comment ça se passe parce qu'en même temps, c'est formateur. Et d'ailleurs, les parents ont un certificat d'une formation. On me demande de revenir sur les principes nutritionnels de base et les besoins alimentaires pour les enfants IMC et leurs apprentissages. Je pense que ce n'est pas trop le lieu ici de cette conférence. Il y a des choses de base. Pour des enfants IMC, je pense qu'on pourra en parler d'une manière, ça dépend des enfants.
Il y a des parents qui font des régimes spéciaux. Ce qui est très important, c'est d'avoir un régime équilibré, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de... Et puis après, il y a des enfants, des fois, qui ont des difficultés de concentration. Donc là, on leur demande d'éviter les phosphates. Voilà, on vous demande de faire des essais de 3 jours, de 3-4 jours. Et puis, comme ça, les parents peuvent voir à chaque fois si c'est quelque chose qui leur convient ou pas. Parce que des fois, il y a des aliments comme le sucre blanc qui sont des véritables poisons pour l'organisme. Donc, on va peut-être pas parler de tous les principes nutritionnels ici, c'est pas le but. On va parler plutôt d'une manière générale. Mais c'est très important d'avoir un régime alimentaire équilibré et que ce soit de la nutrition et pas juste nourrir, la différence entre nourrir et nutrir. Si vous voulez qu'on passe à quelques questions du public. Oui, tout à fait. Alors, vous avez la question de Miguel qui est devant là, en blanc, qui demandait en fait où se situaient les centres, parce que vous avez dit que vous faisiez des formations à Paris et à Belfort. Et où sont les centres en réalité où vous Alors actuellement, on a un centre à Belfort, donc qui est bien équipé. À Paris, c'est une association qui organise donc notre venue. Donc, ils louent des locaux. Et à Bordeaux, on est en train de trouver des locaux aussi pour pouvoir faire des formations. Mais en fait, on peut se déplacer partout du moment qu'il y ait des locaux. Voilà, ça c'est à savoir. Qu'il y ait des locaux adaptés et plusieurs salles disponibles. Donc à Paris, on se déplace avec notre matériel, nos valises. C'est moins pratique qu'ici parce qu'ici tout est là. Mais on peut se déplacer du moment qu'on trouve des locaux. Est-ce que je réponds à votre question? Mais sinon, le vrai centre de métapédagogie est à Belfort. Une autre question, monsieur? Oui. Vous parliez de formation en ligne. Oui. Exactement sur ces formations en ligne. Il y a une question par rapport aux formations en ligne. En quoi ça consiste Alors, en quoi ça consiste? Donc, la formation en ligne est une formation qui s'adresse aux parents, mais aussi à des professionnels et qui donne les bases de la théorie et comment les appliquer donc, dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des vidéos qui sont enregistrées. Il y a aussi des PDF. Et ces vidéos enregistrées permettent de regarder les vidéos à votre rythme. Il y a aussi des entraînements donc à m'envoyer, donc c'est personnalisé. Il y a aussi des forums où on peut poser des questions donc à toute la communauté. Et il y a aussi des réunions une fois par mois en ligne, comme celle qui se passe aujourd'hui, où les parents peuvent poser leurs questions directement sur des difficultés qu'ils peuvent avoir. Alors, c'est juste qu'ils doivent changer les enfants des salles. C'est pas qu'ils fuient tous, c'est que c'est l'heure et ils les changent de salle, ils reviennent tout de suite. D'accord. On fait une pause 2 minutes, le temps qu'ils les changent et ils reviennent. Très bien. C'est pour ça que vous les voyez qu'ils se lèvent tous, mais c'est simplement que c'est l'heure de changer les enfants parce qu'il est midi, c'est pour ça. Je suis en train de regarder. Et moi, j'ai une question plus personnelle. Hein. Moi, j'ai toujours été intéressé par le système allemand où Oui. on faisait du physique, du cognitif le matin et du physique l'après-midi. Là, vous disiez que vous aviez les enfants de 9h à 17h. Oui. Faire des associations où il y aurait, par exemple, du physique ou du cognitif le matin et du physique l'après-midi ou vice-versa. Oui, c'est pour Par ça exemple, qu'on nous, on avait, je vais être franc, moi, il y a quelques années, on a une maman une maman belge qui voulait monter un péto ici, parce qu'on a des locaux. Et donc, on voulait pouvoir proposer aux parents de faire du physique le matin et du cognitif l'après-midi adapté aux enfants. Mais ça serait peut-être intéressant de réfléchir à la possibilité, sur une période de l'année, peut-être un mois, de proposer un truc en binôme. Ah oui, tout à fait. Tout à Ça fait. pourrait être intéressant. Ouais. Non, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que de pouvoir varier, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on avait fait venir une personne qui faisait de la méthode Feldenkrais pour justement qu'il y ait cet équilibre. Mais voilà, ça ne suffisait pas. Et il y a beaucoup de parents qui aimeraient faire le stage sur 2 semaines et ça pourrait vraiment être intéressant de travailler sur le cognitif, par exemple, le matin et le physique l'après-midi.
tout en expliquant donc aux personnes qui travaillent sur le physique qu'est-ce qu'on a fait le matin pour qu'elles puissent l'intégrer. Non, parce que nous, en plus de ça, si vous voulez, il y a la partie motrice, il y a la partie réparation Oui, avec l'ostéopathie, on fait des ondes de choc, etc., etc. Mais dans tout ce qui est apprentissage du développement moteur, il faut que moi, je suis vachement intéressé par rapport aux informations que vous avez données par rapport aux intelligences, où parfois ça se trouve. Nous, on a eu le problème avec la vue, notamment, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient mal testés. Donc, maintenant, on fait intervenir une optométriste comportementale et on se rend compte qu'il y a des enfants qui avaient des lunettes absolument pas adaptées. En fait, ils ne voyaient pas l'écran ou le tableau du maître. Et on se dit, c'est quand même dommage que l'enfant ait pris du retard, tout simplement parce qu'il n'a pas été détecté son problème oculomoteur, voire visuel. Et ça c'est quand même hallucinant. On travaille beaucoup aussi en épigénétique avec la problématique des métaux lourds. oui. Parce que si l'enfant il a une difficulté de concentration, il aura des difficultés d'apprentissage. Mais au-delà de ça, je suis persuadé, et nous, c'est pas, même moi, je suis enseignant, mais on ne nous enseigne pas ces différents types d'intelligence, ou en tout cas, on n'a pas cette finesse. C'est pas notre métier. Mais de se dire que finalement, arriver à comprendre un enfant pour qu'ensuite, quand on lui montre un exercice, comprendre comment il fonctionne pour qu'il l'intègre, eh ben, ça se trouve, on perd du temps en le faisant à l'ancienne parce qu'on n'a pas la formation. Pour ça, je vous dis que moi, je suis tout à fait convaincu au vu des retours d'enfants qui ont fait notamment Feuerstein, mais je suis sûr avec Upbraining, ce sera mieux, qu'on pourrait gagner du temps. Tout à fait. On peut adapter Dans les deux sens. Dans les deux sens. parce que nous, on a une salle. Ouais. Si, il y a monsieur Miguel qui est là, demande en fait si ça peut, quel type d'association peut être fait avec le Padovan. Alors, on a des enfants qu'on a envoyés chez des praticiens Padovan parce qu'en fait, et on a une praticienne Padovan qui nous envoie des enfants aussi. Donc, évidemment, ça s'associe très bien. Ça s'associe très bien. Et j'ai une praticienne Padovan, une kiné Padovan qui est venue se former donc chez nous pour pouvoir parler aux parents de ce qui se passe. Parce qu'en fait, dans Padovan, on intègre les choses. Il y a aussi des petites comptines, il y a des petites choses. Mais si on peut tout intégrer en une seule chose, j'ai vu un centre en Angleterre où au niveau de la kiné, de la motricité, de la psychomotricité, et tout les fonctions cognitives. Donc, il y avait de la planification, il y avait de la comparaison, et donc c'est quelque chose qui est vraiment superbe de pouvoir l'utiliser. Donc, ça s'utilise très bien. Il s'agit de travailler à plusieurs. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler en équipe, chacun avec sa spécificité. Okay. Parce que son épouse fait du Padovan, donc il sera intéressé de vous recontacter. Oui, tout à fait, volontiers. Volontiers. C'est une très bonne méthode. Mais comme tout, il s'agit de trouver les bons praticiens aussi. Parce qu'il y en a qui se disent faire la méthode Padovan et en fait qui n'ont rien compris. Je suis allée à Genève, moi, pour voir le vrai centre Padovan. Donc, et en fait, c'est là que j'ai vu que la personne que j'allais voir, moi, pour Padovan, n'avait rien compris. Donc, il faut toujours trouver les bonnes personnes, quelle que soit la méthode. Alors, il y avait une autre question. En fait, toujours pour en revenir sur vos formations en ligne, est-ce qu'après elles sont limitées dans le temps ou alors après on a des vidéos, on a tout le temps pour faire la phase d'apprentissage, leur apprendre d'autres techniques ou c'est limité dans le temps? Alors, quand on s'inscrit, on a une formation pour 6 mois, mais toutes les personnes qui me demandent, je prolonge la formation gratuitement parce qu'il y a des parents qui ont besoin de plus de temps et qui ont besoin, des fois même un an après, ils ont besoin de revoir. Donc, ce n'est pas un souci, je peux prolonger la formation. En fait, au début, j'avais mis illimité. Et quand j'avais mis illimité, il y avait des parents qui disaient que puisque c'était illimité, ils avaient tout le temps de commencer et de faire les choses. Et du coup, il n'y a pas de résultat si on ne fait pas quelque chose de régulier avec un enfant. Donc, c'est important de leur dire, voilà, c'est limité, vous faites. Et puis après, je prolonge s'il y a besoin. Mais les vidéos peuvent se voir n'importe quand et peuvent se voir plusieurs fois et autant de fois que dont on a besoin. Si besoin, je prolonge. Il y avait une question aussi par rapport au coût des intensifs.
que vous faites et de la durée minimum parce que ils ont la problématique de la scolarisation des enfants. Souvent, beaucoup viennent durant les vacances scolaires. Et donc, Ouais. c'est des fenêtres de tir de maximum 2 semaines, ou voire une semaine pour certains. Et c'est très compliqué pour eux en fait de ressortir les enfants de l'école parce que on leur met la pression et on les menace de les sortir de l'école, quoi. Donc c'est pas, ils font pas ce qu'ils veulent. Et donc c'est vrai comment vous vous adaptez par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez personnaliser aussi par rapport au temps ou il y a un temps minimum incompressible? Alors, généralement, on fait des semaines de 5 jours. Et là, on les met pendant les vacances scolaires. Mais évidemment, quand on peut pas faire beaucoup de semaines intensives parce que c'est très, très fatigant pour nous. Et, euh, et donc, on en a prochaine, donc c'est la dernière semaine d'août, mais elle est complète. La suivante, c'est pendant les vacances de la Toussaint, elle est complète aussi. Et donc, la suivante, j'ai pas encore mis en ligne, ce sera pendant les vacances de février. Mais on est obligé de choisir des dates qui sont à cheval entre deux. Voilà. Euh, et ça ne convient pas toujours à tout le monde. Donc, pendant les vacances de février, on essaie de faire, par exemple, un mixage zone A, zone B. Et puis après, zone B, zone C, voilà, au mois d'avril, pour que tout le monde puisse venir. Mais il y a aussi la possibilité de trouver des personnes qui sont formées, qui habitent près des personnes, et puis qui peuvent travailler avec les apprenants en direct. Et vous faites des formations qui sont présentielles ou vous pouvez faire aussi des formations à distance comme on est en train de faire maintenant avec la conférence? Alors voilà, ça c'est des choses qui ont changé. Au début, c'était que en présentiel. Maintenant, il y a la formation initiale donc qui est en ligne. Il y aura une autre formation en ligne qui va arriver d'ici peu. Et en fait, les prochaines formations vont être à distanciel. C'est-à-dire que les personnes peuvent toujours venir ici, il n'y a pas de souci, mais elles peuvent aussi se connecter comme ici. Donc, où on partage les PowerPoint, on peut faire des sous-groupes. Voilà, Zoom est très intéressant pour cela. C'est un gain de temps et aussi au niveau économique pour les parents, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc après, c'est aussi à eux de me dire leur disponibilité. Alors, on m'avait dit aussi que les formations, on a changé maintenant, plutôt que faire des formations de 3 semaines, on fait des modules aussi de 4-5 jours. Et on m'a dit aussi que c'est bien de séparer les jours, puisque maintenant c'est à distance, les personnes ne sont pas obligées de se déplacer, et donc de faire un jour par semaine. Donc voilà, les prochaines formations vont être un jour par semaine, donc de temps en temps, pour travailler donc à distance et elles peuvent se connecter depuis chez eux. Ou alors, on peut aussi faire un système le soir. Donc ça, c'est encore à voir. Ce qui est important, c'est de me dire aussi, j'ai besoin du retour des parents, de leurs besoins, du retour des professionnels pour pouvoir mettre en place donc les dates et les heures qui conviennent au plus de monde possible. D'autres questions? Parler aussi du coût de la formation. Alors, le coût des formations, peut-être, si vous faites des formations d'une semaine, qu'est-ce que ça coûte à la semaine? Alors, le coût de la formation en ligne de mémoire, il est à 290 €. Voilà. Et pour les formations en ligne, les modules de la semaine, les formations, donc module 1, module 2, etc., c'est à peu près dans les 1 200 € Par semaine. par semaine. Par semaine. Et donc, Pour les parents, il y a un tarif préférentiel pour les parents. on est en termes c'est de 9h à 5h le soir avec une pause. Alors, c'est pas, je parle des formations pour pouvoir enseigner, pouvoir pratiquer. Alors, la formation de la semaine intensive où on travaille avec les enfants et les parents se forment en pratique, celle-là, elle a un coût plus élevé parce que je fais venir des personnes d'un peu partout en France qui viennent m'aider, donc des personnes donc, très chevronnées. Et donc là, c'est un coût qui est plus élevé. C'est dans les 2400 € la semaine, voilà, plus le bilan, si les parents le désirent. Et on est en train de mettre en place une association pour pouvoir réduire ce coût, c'est-à-dire une association qui serait chargée de récolter des fonds pour pouvoir réduire le coût pour les parents. Actuellement, il y a beaucoup de parents qui font des associations et qui payent avec leur association ou qui utilisent des associations pour les aider. Il y a aussi d'autres associations avec qui nous travaillons, comme l'association Neuf de Cœur,
qui aide aussi les parents. Après, demander à la MDPH au niveau des parents, ils le savent que c'est long et laborieux. Ils ont des fois des remboursements, mais c'est pas tout de suite. C'est pour cela qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Après, il y a des associations comme la Fondation Orange aussi qui aident. Voilà, mais on essaie de trouver des choses pour réduire les coûts au maximum pour les parents. Mais je suis consciente. Et le bilan, il y avait une question par rapport. Donc, le coût du bilan et le temps pour faire un bilan avec un enfant, ça se passe comment? Alors, le bilan c'est un bilan écrit qui a à peu près une dizaine de pages. Le bilan, en fait, c'est la rédaction qui prend du temps. Le bilan, en fait, quand on travaille avec l'enfant, on écrit nos notes. Et après, il y a la rédaction du bilan et donner le bilan aux parents. Et c'est un coût de 350 €. Et le temps, ça dure combien de temps le bilan? C'est-à-dire que ça se passe comment Ah non, exactement? mais en fait, on utilise ce qu'on a fait, nos notes, pour écrire le bilan. Tout le travail, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire en plus, ça se fait pendant la semaine intensive. D'accord. Donc, vous recevez en fait, parce que j'avais cru à un moment donné que il y avait des bilans qui étaient faits à Paris. Donc les gens y allaient, ils passaient une matinée par exemple. Vous, je ne parle pas de la rédaction du bilan lui-même, mais le test en lui-même, il dure combien de temps avec l'enfant? En fait, j'ai déjà fait des bilans, que les bilans. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de travailler avec l'enfant pour voir comment est-ce qu'on peut faire et que les parents regardent. Donc, c'est ça qui va apparaître dans le bilan. De faire la liste des fonctions cognitives déficientes, c'est pas quelque chose qui va aider les parents. Par contre, dire sur quelles fonctions cognitives on a travaillé et comment on va arriver à les développer, parce que tout de suite, on voit les fonctions cognitives déficientes chez les enfants et on va dire aux parents comment les développer. Et dans ce bilan apparaît ce côté-là positif. Et donc c'est un bilan qui permet aussi où on va parler des points forts aussi de l'enfant et qui vont pouvoir être donnés pour pouvoir continuer et donner éventuellement aux instituteurs, enfin au personnel enseignant. Et c'est pas un bilan, comment dire, où on va lister la liste des fonctions cognitives et dire voilà, celle-là est déficiente, celle-là est déficiente. On le fait pour nous, pour certaines choses, mais on va travailler tout de suite dessus pour pouvoir les renforcer. Parce que nous, faire un vrai bilan, ça prendrait 3-4 jours. Et on n'aurait que le bilan. OK? Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne va pas forcément aider les parents. Par contre, si on leur dit comment faire pour travailler, quelles sont les fonctions cognitives les plus importantes à travailler, ça, pour moi, c'est important. Plutôt que de faire un bilan exhaustif avec toutes les fonctions cognitives. Il s'agit déjà de leur montrer sur quoi on va cibler donc le travail pour pouvoir tout de suite avoir des résultats. Alors, il y a une question que pourraient vous poser des parents. Comment vous faites pour qu'il y ait une synergie entre le travail que vous faites chez vous? Ensuite, c'est transmis à l'école ou vous êtes vous dans l'attente que dans l'IME, le professeur essaye d'utiliser des outils ou comment parce que ils vont dire bon, on fait un truc comme ça, mais le reste du temps, alors, où on considère qu'il n'y aura pas du tout de suivi avec le corps enseignant des écoles, et dans ce cas-là, eux, à la maison, un peu comme un soutien, ils vont organiser ce qu'ils apprennent chez vous. Mais comment vous faites? Parce que c'est clair que si il n'y a pas la bonne méthodologie qui est utilisée à l'école, et à un moment donné, c'est compliqué pour l'enfant de passer 6 ou 7 heures à l'école en faisant mal. Et comment ça s'organise? Comment vous... Alors déjà, le bilan a pour but de montrer au personnel enseignant que c'est possible, que l'enfant a des capacités et on montre dans le bilan comment l'enfant a réussi à montrer ses capacités et ce qu'il a réussi à faire. Donc ça, c'est déjà très important pour l'enseignant parce que si l'enfant ne croit pas que c'est possible, il ne va pas se donner les moyens. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Ensuite, le fait qu'ils mettent, à part si les personnes sont formées, ce qui est très rare, les personnes ne vont pas pouvoir utiliser notre méthodologie de toute manière, mais au moins, ils vont se dire que c'est possible. Par contre, les parents peuvent continuer à la maison, quand ils ont été formés à Branding Initial, ils peuvent continuer à la maison et travailler avec leur enfant. Et aussi, on leur propose, s'il y a des praticiens qui habitent près de chez eux, de faire le travail en continuité avec un praticien.
un praticien qui est en relation donc avec nous et qui va nous poser des questions de temps en temps en disant ben voilà, j'ai peut-être des telles difficultés là-dessus. On va donner des conseils encore plus personnalisés pour qu'il y ait un suivi par derrière. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui. D'autres questions? Il y a des institutrices qui viennent vers vous pour apprendre ces méthodes et les mettre en pratique dans des écoles qui publient. Oui, j'en ai. J'en ai une qui est même devenue directrice dans le Doubs. Il y a des enseignants qui sont formidables et qui ont vraiment envie d'apprendre tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir aider les enfants qui ont des difficultés. Donc ça existe. La grosse difficulté, c'est que ces enseignants ne sont pas aidés forcément au niveau de l'inspection académique. Bon, tous les instituts qui sont venus se former avaient eu un congé pour pouvoir venir, mais on ne leur payait pas la formation. Par contre, des enseignants d'écoles privées, oui. Là, les écoles privées ont choisi de payer les formations. Mais pour l'école publique, ils ne payent pas encore la formation. Je ne dis pas encore parce que j'ai toujours de l'espoir, mais ce ne sera peut-être pas demain. D'autres questions? Alors, j'ai aussi des assistantes, des AVS aussi qui se forment pour pouvoir travailler avec les enfants. Ok. D'autres questions? Donc, on m'a demandé aussi si je projetais de créer une école affiliée à l'éducation nationale. Oui, c'est toujours dans nos projets. C'est toujours dans nos projets. Le mieux, ce serait de se greffer sur une école existante. Donc, on avait commencé avec une école Freinet. Mais bon, après, à la suite de problèmes de moyens financiers, on a dû arrêter. Mais c'est tout à fait dans notre optique. Non, parce qu'on on a un networking qui est quand même assez important et l'idée, qui serait intéressante, je pense, pour les enfants, ce serait d'avoir une école pilote Oui. où on pourrait voir au bout de quelques années, justement, l'évolution des enfants qui sortent de ces écoles-là et se dire que finalement, ce modèle, il est peut-être reproduisible dans d'autres endroits et parce qu'on trouve que par rapport au handicap, les coûts des écoles sont très importants. Donc, on ne comprend pas, nous, personnellement, où va l'argent parce que c'est très cher. Et donc, on se dit, quitte à les mettre dans une école, autant qu'ils apprennent, quoi. Alors, il y a une personne sur Paris qui est en train de monter une école. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées sur Paris, qu'ils me contactent et je les mettrai en relation donc, avec cette personne. Okay. Donc, pour le suivi, on en discutera en privé, mais on va mettre, vous me direz, vous me donnerez le lien de la conférence, comme ça on pourra le mettre en ligne. Après, je vous donnerai, vous me direz quelles sont les coordonnées que je peux passer aux familles s'ils veulent vous contacter directement. Et puis, voir quand est-ce qu'on pourra se voir physiquement ici à Barcelone. Oui, je pense qu'en septembre, ça pourrait être possible. Okay. Je viendrai en avion, ce sera plus simple. Exactement. Pas de questions? Merci pour votre temps et on va libérer les familles. Et puis, Merci pour votre participation. Donc, beaucoup. s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est possible. Okay. C'est gentil, merci. Merci beaucoup à vous. Je vous recontacte ce soir, ok? À ce soir. Merci, au revoir, merci beaucoup.